tu n'as pas le choix. On ne peut pas tout avoir. Ne cherche pas, fais comme tout le monde. Stop. Décide. Ce podcast, c'est le repère des esprits libres, de ceux qui veulent bousculer les normes, remettre en question les limites, les modèles, qui en ont marre qu'on leur dise quoi faire ou que ce n'est pas possible. Je m'appelle Joy et je serai votre hôte. Ici, on va parler sans tabou de tout ce qui peut brider ou pimper notre vie. Dans ce podcast, on va booster ton courage et ta sincérité pour oser ne pas plaire à tout le monde, assumer tes choix et cesser de chercher la normalité, la conformité ou le sans erreur. Parce qu'être libre, ça se décide. Décide. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager mon échange avec Aïcha Sievers. Alors si vous ne la connaissez pas, vous allez voir, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet puisqu'elle est à la fois enseignante et créatrice d'une école en lien avec le Tao, puisqu'elle a créé l'école du Tao de la vitalité. Donc Aïcha, ça fait plus de 25 ans que tu es formée au Tao, avec entre autres, j'imagine, le maître Mantak Chia, que j'ai le plaisir moi aussi d'écouter et qui m'enseigne pas mal de choses en ce moment pendant sa Summer Retreat. Et c'est passionnant, tu as également écrit des livres sur le sujet du Tao. On va parler de féminin sacré, de sexualité sacrée, de tout ce qui touche finalement à cette philosophie de vie et qui peut être, en tout cas par les temps qui courent, une philosophie qui nous amène à voir qu'est-ce qui se passe en nous de vivant et comment se reconnecter à ça. Et peut-être aussi comment se rendre compte qu'on est déconnecté. Donc merci Aïcha d'être avec nous. On va explorer cette question qui est le fil rouge de cette nouvelle saison. Comment la sexualité impacte notre façon d'entreprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup Joy, merci beaucoup. Alors justement, déjà pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux sur ce qu'est le Tao et ce que ce n'est pas. Pour qu'on comprenne bien un petit peu depuis quel espace tu parles. Ah oui, alors donc parce que c'est très très large, c'est vaste, c'est infini en fait le Tao. Donc en tout cas voilà, tel que je le pratique, tel que c'est transmis voilà, par Maître Mantak Chia, c'est une voie très ouverte. C'est une philosophie de vie avant tout, ce n'est pas une religion. Après il y a des gens qui le pratiquent en tant que religion, mais ça c'est encore autre chose. Hein, donc c'est vraiment à la base voilà, une philosophie de vie issue des origines chamaniques de la Chine ancestrale, hein, vraiment préhistorique. Donc ça, il y a des milliers d'années que ça développe, ça s'évolue et c'est vraiment à la base une science de vie pour mieux trouver son harmonie entre son intérieur, entre tout ce qu'on doit faire dans sa vie et la nature et le cosmos. Hein, donc c'est vraiment une façon de se situer dans son axe au mieux possible et de se mettre, voilà, optimiser on va dire tous les énergies qu'on a en nous et autour de nous pour être heureux. D'accord. Est-ce que du coup le père fondateur c'est Lao Tzu ou pas du tout? Alors Lao Tzu c'est pas le père fondateur, c'était un grand philosophe, un grand pratiquant, parce que ça passe vraiment par les pratiques corporelles à la base, méditation et voilà des formes de yoga, le qigong et le tai chi. Donc lui c'était un grand pratiquant et qui a écrit un magnifique poème de sagesse sur comment appliquer les principes du Tao dans la vie déjà pour soi au jour le jour et même dans la politique aussi et dans la vie sociale. Voilà, pour trouver le meilleur équilibre pour soi. Donc non, le Tao existe bien longtemps avant Lao Tzu, mais voilà, lui c'est quand même un très très grand figure. Et Mantak Chia du coup justement apporte cette patte assez moderne pour pouvoir enseigner le Tao d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait. Ben, il amène ça vraiment à la portée des Occidentaux déjà, et puis surtout à la portée des gens modernes, même en Asie, hein, on est tous dans le même, voilà, cette même ouverture d'esprit pour voilà, essayer de se libérer au mieux possible de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous alourdit et de vivre au mieux voilà, notre plein potentiel. Et alors justement, ce que j'aime beaucoup dans la vision du Tao, c'est qu'il y a plusieurs branches, dont la branche de la sexualité. Quelle est la vision de la sexualité dans le Tao? Alors la sexualité, oui, c'est quelque chose de sacré à la base. Hein, c'est l'énergie sexuelle, c'est ce qui nous relie à notre énergie le plus pure, le plus originelle en fait. C'est quelque chose de très pur.
Parce que c'est avec cette énergie que nous sommes créés. Donc imagine le miracle déjà d'être conçu, d'être créé, et que ça vient de l'énergie sexuelle à la base. Et donc cette énergie, elle est reliée avec la source universelle de la force de vie. Et qui nous le chi, c'est ça? Voilà, et donc il y a le chi qui est un mot global, on va dire, pour l'énergie vitale, l'énergie universelle, dont fait partie l'énergie sexuelle. Voilà, et donc c'est quelque chose qu'on cultive pour le transmuter de mieux en mieux en énergie de plus en plus, on va dire, disponible pour notre santé, déjà à la base, et ensuite pour notre évolution émotionnelle et spirituelle. D'accord. Alors avant de rentrer vraiment dans les détails, parce que ça va être passionnant, enfin, en tout cas moi personnellement je vais me régaler, j'espère que les auditeurs aussi, j'ai vraiment envie qu'on comprenne déjà la différence entre l'énergie vitale et l'énergie sexuelle, parce que je suis assez agacée d'entendre, quand on parle de sexualité, cette association qu'on fait entre l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. On dit souvent l'énergie sexuelle c'est l'énergie de vie, et j'ai l'impression qu'il y a une nuance derrière ça. Et ensuite, on parle à tout va de sacré, mais que ça en devient presque plus sacré quand on l'utilise à toutes les sauces et justement à toutes les philosophies qui ne découlent pas forcément de médecine ancestrale. Donc je voudrais que tu nous donnes ton regard là-dessus. Ah, super, ouais, oui, ça c'est des questions vraiment importantes à aborder. Donc voilà, l'énergie sexuelle fait partie de notre force de vie. Donc on peut appeler ça dans le sanskrit, on appelle le kundalini, c'est vraiment notre force vitale. Dans le Tao, on appelle ça le jing. En fait, c'est un terme spécifique pour la partie le plus dense, la vibration le plus dense et le plus corporelle de notre énergie de vie. Okay. Donc, fait partie de l'énergie sexuelle qui vit dans nos organes sexuels. Donc, c'est pour ça que ça devient de l'énergie sexuelle, parce qu'il est dans nos organes sexuels. Qui est comme concentré, en fait. Voilà, une concentrée. Et donc, une telle concentrée qu'il est capable d'engendrer la vie. C'est quand même pas rien. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement explosive, extrêmement créatrice, et avec une grande potentiel aussi de guérison, évidemment, de réparation et de régénération, et voilà, et de se relier, en fait, avec notre source originelle, parce qu'il vient direct de là. Donc, c'est du pur brut force, quoi. Donc, pendant qu'il sommeille dans nos énergies, dans nos organes sexuels, on peut appeler ça énergie sexuelle. Et donc, après, c'est une question plus de fréquence ou de qualité, parce qu'une fois qu'on met cette énergie en circulation, donc ça peut être juste à travers nos actions dans la vie, on a besoin d'aller quelque part, entreprendre quelque chose, un projet, réfléchir à quelque chose, c'est cette même énergie qui va se raffiner et devenir plus une énergie vitale qu'on a utilisée donc pour notre santé, pour faire ce qu'on a à faire, ou même une énergie plus de l'esprit, pour penser, pour se relier sur le plan spirituel. Donc, il se raffine au fur et à mesure, et après, il peut se redensifier et se recondenser à nouveau dans les organes sexuels et redevenir énergie sexuelle. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est quand tu dis raffiner, on ne l'utilise pas nécessairement pour l'acte sexuel. On le transforme, on le transmute, si on peut dire, comme une redirection de route qu'on ferait et qui se mélangerait à cette énergie vitale, c'est ça? Ça, tout à fait. Absolument. Voilà. Et donc, c'est une source extraordinaire auquel on a accès si on sait comment l'utiliser, comment s'y prendre. Et que, voilà, au début, voilà, on pense que ça sert juste à, éjaculer, orgasmer, enfin, voilà, faire uniquement des choses en lien avec nos organes sexuels. Donc, ça reste très localisé. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut laisser circuler dans tout le corps, déjà, pour mettre au service de la santé, vitalité globale, et qu'on peut mettre au service de tout ce qu'on a à entreprendre dans notre vie. S'il y avait un pourcentage, à combien de pourcents l'énergie vitale est composée de l'énergie sexuelle? Pour qu'on se rende compte du niveau. D'accord, ouais. Alors, on explique, dans le Tao, on a 50% d'énergie vraiment vitale disponible pour la vie quotidienne, qu'on régénère chaque fois qu'on mange, on dort, enfin voilà. Et l'autre 50%, il est divisé, 25% stocké dans nos organes sexuels pour pouvoir procréer, avoir une réserve, on va dire, d'énergie très puissante pour les moments où on a besoin, et 25% dans nos reins, dans nos réserves vitales qu'on situe au niveau des reins, et qui sont là pour les moments d'accident, convalescence, pour des moments d'urgence, où voilà, on a une réserve. Donc voilà, c'est à peu près 25% d'énergie sexuelle sur la globalité, qui fait partie de notre force vitale.
Voilà. Et ces 25%, du coup, on peut les ajouter aux 50% pour le quotidien aussi. On peut optimiser les 50% avec cette 25% ou le laisser juste sommeiller, pas s'en occuper. Il est là, il dort, il fait rien. Voilà. C'est ce qu'on fait en Occident de façon générale. On le laisse. On s'en occupe pas trop, soit on utilise à outrance absolument trop, et puis donc ce 25%, ben, vite il s'épuise, parce qu'il n'y a pas tant que ça non plus, quoi, tu vois. Donc, il est très puissant, mais c'est vite dépensé. Alors, très bon point. Justement, tu viens de dire, on peut l'utiliser à outrance, et j'ai envie de dire à mauvais escient aussi, comme une sorte de fuite. Déjà, dis-nous, dans quel cas c'est une fuite? Ah oui, ben c'est une fuite quand on focalise trop dessus et quand on est trop axé sur le plaisir que ça procure, l'illusion, on va dire, d'une ouverture. Parce que c'est sûr que dès qu'on se connecte à notre énergie sexuelle, automatiquement, on est connecté à quelque chose de plus grand que soi aussi. Tu vois, quelque chose qui nous ouvre. Enfin, en soi, c'est très beau, mais on peut devenir addict un petit peu à cette sensation de se perdre un petit peu là-dedans. Et donc, ça devient le but plutôt que le moyen de se reconnecter vraiment à soi. Et donc, ça peut vite devenir voilà, une addiction ou une fuite, ou enfin, quelque chose où on est très limité en fait, qui nous limite plus qu'autre chose. Et que du coup, ce soit une sorte de décharge, d'espace qu'on libère plutôt qu'une connexion. C'est ça, voilà. Et donc, on perd beaucoup d'énergie à cause de ça. Oui. Alors comment justement on transmute? Parce que je disais que on ne l'utilise pas nécessairement avec l'acte sexuel, mais ça peut en faire partie dans la transmutation. Est-ce que tu peux nous donner un petit état des lieux concrètement, même s'il y a tellement d'exercices qu'on n'aurait pas assez d'un épisode pour en parler, mais pour transformer cette énergie sexuelle en énergie vitale? Voilà, donc la base de la base, c'est l'orbite. C'est avec notre onde vitale de mettre en route cette onde grâce à le mouvement de nos muscles périnéales, le mouvement du coccyx sacrum. Voilà, il y a une pompage en fait qu'on peut se mettre en route à l'intérieur de son corps qui est naturel, qu'on fait déjà, mais qu'on va un petit peu le conscientiser un petit peu plus pour activer toute la moelle épinière et faire en sorte que cette énergie s'introduit, elle va être aspirée petit à petit dans la moelle épinière du système nerveux central et ensuite pour dispatcher à travers tout le réseau du système nerveux dans tout le corps. Donc en soi c'est très simple à faire, il y a juste, c'est quelque chose à apprendre, il y a une technique à apprendre. On contracte un tout petit peu les muscles pelviens et on active une ondulation au niveau du sacrum et au niveau de la colonne. Et donc, il y a, voilà, avec plein de petites astuces aussi qui vont aider le processus. Et donc, on combine ça avec ou sans la respiration. Ça aide énormément d'apprendre à faire une bonne respiration complète avec les 5 diaphragmes de notre corps, parce qu'on en a 5. Et donc, ce jeu respiratoire va aussi jouer un grand rôle pour libérer cette énergie et le mettre en diffusion dans tout le corps. Et alors justement, tu disais que ça sert à la vitalité, à la bonne santé générale. Comment cette énergie qui au départ est concentrée et créatrice peut être utilisée dans une vie de tous les jours pour entreprendre? C'est quoi l'impact concrètement quand on a envie d'entreprendre et qu'on a cette énergie à disposition? Et oui, bah c'est parce qu'il va nous donner une vraie impulse. En plus, on parle dans l'Occident le libido. Le libido, c'est pas juste le désir, c'est pas juste j'ai envie de faire du sexe. Non, le libido, c'est vraiment notre force vitale, notre motivation. Et donc, c'est ce qui nous propulse vers tout ce qu'on a envie de réaliser ou pas. Donc, si on n'a pas assez, on va être là, bon, à quoi bon, je vais jamais y arriver. Voilà, tu vois, on peut être vite dans une baisse d'énergie et un manque de motivation, alors que quand on a accès à cette source-là, aussitôt, ah ouais, là je suis là, j'existe, je sais ce que je veux, j'ai envie d'y aller et j'ai l'énergie pour. Est-ce que du coup ça veut dire que si on est un peu dans cette fatigue mentale et peut-être même physique, dans le brouillard, c'est que notre énergie vitale, elle est pas cultivée et voire c'est une fuite? Et que c'est un signe pour la transformer ou en tout cas la développer?
Tout à fait. Ah ben oui, ben c'est sûr. Dès qu'on se sent un petit peu pas tout à fait dans ses pompes, les yeux pas en face des trous, enfin voilà, tous ces termes-là, un peu vaseux, voilà, démotivé, on sait pas trop où on va, un peu perdu. Enfin, ça se fait de plus en plus. Hein. Les gens ils sont tellement sollicités dans tous les sens, leur énergie est complètement dispersée et on sait plus où mettre la tête. Hein. Et donc on perd vite notre vitalité à cause de ça aussi, et donc on est plus sujette à des émotions négatives, des pensées négatives, voilà, et donc c'est beaucoup plus difficile d'entreprendre quoi que ce soit, alors que si on se focalise et on se reconnecte vraiment à son véritable énergie, waouh, on a accès à une source extraordinaire pour nous remettre hein, dans nos pompes, quoi. Est-ce que toi, tu as toujours grandi avec cette vision très ouverte et très large de cette énergie sexuelle qui contribue à notre énergie vitale? Ou comme moi, tu viens d'un monde où en fait c'est plutôt la sexualité, c'est le sexe et c'est destiné soit à procréer, soit éventuellement à avoir un orgasme? Ouais, non mais c'est sûr, non mais moi c'est pareil. Comment t'en es arrivé là du coup? Ah non, oui, pour moi c'était la révélation complète quoi. Quand j'ai découvert toute cette philosophie là, j'ai dit waouh, ok, ça change complètement la donne quoi. Parce que non, bien sûr, avant voilà, je souffrais énormément d'une sexualité un peu bizarre, enfin tu sais pas trop ce qui se passe, trop d'énergie, pas assez d'énergie, arriver à avoir un orgasme mais pas vraiment, et puis voilà, qu'est-ce que c'est, et puis voilà, et toutes les choses un peu compliquées quoi, qui peuvent surgir dès qu'on est en relation avec des gens et que voilà, ça devrait marcher mais ça marche pas comme c'est écrit dans les livres ou comme c'est dit sur la télé, et donc t'as plein de questions quoi, forcément, et des choses voilà, qui justement on est trop focalisé sur la performance, sur voilà, à quel point on arrive ou pas à ça ou ça. Et puis, bah oui, et puis tous les gens en jeu, un peu de la dépendance hein, aussi qui peuvent voilà, se développer, et puis un peu victime bureau, enfin toutes ces jeux de pouvoir un petit peu qui se jouent souvent dans les relations. On n'est pas assez connecté vraiment à son véritable énergie, et on est vraiment plus axé sur la société, qu'est-ce que la société nous raconte, ou hein, avec voilà, on va dire, voilà, les images tronquées de qu'est-ce que ça devrait être la sexualité, qui est très loin de la réalité. Du coup, si on devait caricaturer, on va dire que la sexualité, comme elle nous est enseignée aujourd'hui, on est sur la performance, et le Tao nous l'enseigne comment? Ah oui, bah on est à l'opposé. Voilà, tu fais 280 degrés, et là on est dans le ressenti. Dans le ressenti, dans la connexion à nos véritables sensations physiques, corporelles, sensorielles. On revient dans des choses vraies, quoi. Et donc la lenteur, parce que pour pouvoir sentir bien les choses pleinement, il faut ralentir. Et donc ce ralentissement, ça permet de, waouh, ah oui, de réaliser plein de trucs auxquels on est passé complètement à côté quand on est trop dans le mental, hein, dans une rapidité, dans quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes. Et là, on laisse surgir en fait notre véritable énergie, et on prend le temps de laisser remonter tranquillement à la surface, laisser circuler tout seul ou à deux, hein, donc parce qu'il y a la voix solo, il y a la voix duo aussi, hein, donc on parlera certainement, mais voilà, et c'est vraiment une voix d'écoute. Ouais, d'écoute et même d'exploration, parce que ça n'en finit jamais. C'est pas quelque chose où ça y est, une fois qu'on a compris quelque chose, ça s'arrête. Ouais, tout à fait. Parce que plus tu écoutes, plus tu vois, plus tu sens, ah ouais, et puis ça ouvre à ça, et puis ça s'ouvre à ça, waouh. Et donc c'est des portes qui s'ouvrent à l'infini en fait. Et toi, quand tu as fait le switch, ça t'a permis de concrètement faire quoi dans la vie? Alors oui, il y avait vraiment le jour et la nuit, quoi. Donc voilà, déjà, de reprendre en main ma propre énergie sexuelle dans mon chaudron, enfin tel qu'on l'appelle, enfin c'est voilà, de le recentrer, hein, de le enraciner, et donc de recouvrer tous les bouts de partout que j'ai pu laisser à droite à gauche. Voilà, hop, on se recentre, on se reconstitue, on se reconsolide. Voilà, pour moi c'était hyper important. Et donc de retrouver mon autonomie, déjà en tant que femme, en tant qu'être. Et puis bien sûr, donc ça m'a donné une idée beaucoup plus claire de déjà qu'est-ce que je devais faire dans ma vie et quel était le moyen d'y arriver, et voilà, l'énergie pour le focus nécessaire pour le faire.
Et puis même, pas que le focus, mais aussi le plaisir, l'ouverture, waouh, ah ouais, c'est bon quoi, de réaliser ce que j'ai à réaliser, voilà, et d'être là, tu vois, sur la terre. Oui, parce qu'on ne l'a pas évoqué, au-delà de transmuter cette énergie sexuelle en énergie vitale, en élan, il y a aussi cette conscience de plaisir et de se connecter, tu disais, à cette source intérieure, on pourrait même dire à nos désirs les plus profonds qui nous amènent du coup à passer à l'action. Tout à fait, bah oui, c'est cet élan intérieur que, oui, ces désirs cachés, on peut dire, mais même au-delà d'un désir, c'est presque, voilà, on reçoit exactement le message de là où on doit être à chaque instant, quoi. Enfin, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est le plus juste pour nous. Et voilà, parce qu'il y a vraiment, on est guidé, quoi, quelque part par notre énergie intérieure. Elle sait exactement, elle est plus intelligente que le mental, qui dit que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah non, tu écoutes, tu sens, ah oui, ok, là, l'énergie, elle est là pour faire ça, et pas autre chose. Et ça, on peut s'en rendre compte si justement, déjà, on est en train de se dire « Oh là là, mais ça a l'air d'être compliqué, ce type de sexualité. Oh, mais moi, j'y crois pas trop. » C'est déjà la tête qui dit ça, c'est pas du tout le corps. Ah oui, dans le corps, il demande que ça. Hein. Quand enfin on l'écoute et quand on sent vraiment les choses et on le met en honneur. Et donc, oui, la tête, elle a un petit peu du mal au début. Mais ce qui est bonne nouvelle pour la tête, c'est que plus tu mets ton esprit dans tes sensations et tu ressens vraiment le plaisir que ça donne, ben plus ça donne envie de rester et de le développer. Oui, parce qu'il y a une phrase de Mantak Chia qui m'a marquée qui disait justement que l'énergie sexuelle est en lien directement avec l'énergie du cerveau. Et il y a vraiment cette idée que c'est un travail d'équipe et que jusqu'à présent, on a considéré que c'était deux choses totalement différentes, alors qu'ils peuvent avancer ensemble, voire se nourrir et nous permettre d'aller, comme tu le disais, avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intuition, de finesse vers là où on veut, et que toutes les peurs qu'on nous engrange, qu'on nourrit au quotidien dans notre culture médiatique et autres, ça n'existe plus en fait, parce que le guide n'est plus la peur, mais cette vie qui nous traverse. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc voilà, vu l'importance de la pratique de l'orbite pour amener notre énergie sexuelle déjà physiquement, physiologiquement dans le cerveau, pour nourrir le cerveau avec les hormones, avec voilà, tout ce que le cerveau a besoin pour bien voilà, fonctionner. Et donc là, voilà, on a une cognition voilà, améliorée, enfin, on a les pensées beaucoup plus claires et on est beaucoup plus opérationnel. Bien sûr. Justement, tu évoquais cette notion de connexion, connexion par le corps, par la respiration, les ressentis. Est-ce que c'est un travail, j'aime pas le mot travail, est-ce que c'est une exploration du quotidien? Sous-entendu, c'est pas j'ai lu un bouquin, hop, c'est bon, j'ai compris le principe, je n'ai rien à faire. On est d'accord qu'il y a des pratiques quotidiennes. C'est un processus. Oui, voilà, merci. Parfait ce mot. C'est vraiment un processus. Dans le long terme aussi, il faut se dire que, voilà, parce que chaque jour, hop, on a un petit déclic. Et puis, hop, alors on va le perdre. Et hop, on retrouve un autre déclic. Et on va le perdre. Hop, et donc, petit à petit, on trouve les déclics. Des fois, voilà, des fois c'est évident. Des fois, on le perd un peu parce que, bon. Et petit à petit, hein, on connecte les déclics petit à petit entre eux. Et au fil des jours, des semaines, des mois, des années, il y a comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent et waouh, ah oui, ça y est, ok, on a quelque chose de beaucoup plus évident, plus clair, plus installé en nous. En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment une philosophie qui nous amène à être davantage résilients, parce que c'est pas une philosophie magique qui laisse sous-entendre que la vie va être un long fleuve tranquille et qu'on va être tout le temps plein de joie, d'insouciance et autres, mais qu'en fait, quelles que soient les choses qui vont arriver, on saura y faire face et on saura justement faire circuler ce qu'il y a en nous, c'est ça? Tout à fait, bah oui, bah c'est ça, parce que c'est que dans les obstacles, dans les difficultés, en fait, ils ont un sens aussi dans notre vie. Et donc, c'est dans notre façon, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on décide de gérer tout ce qui nous arrive à chaque instant. C'est pas la chose qui est important, c'est comment nous, on adapte notre attitude envers cette chose-là. Et donc, si on a cette énergie bien reliée en nous, ben, on a plus de chance à ce que ça soit juste
et qu'on puisse bénéficier en fait même les difficultés, ça devient des opportunités de prise de conscience. Ce qui ne veut pas dire que quand on pratique le Tao, on n'est plus triste, on n'est plus en colère. Non, au contraire, on ressent tout ça encore plus fort. On le ressent, mais voilà, mais du coup, il y a quand même un certain... Comme on est relié à quelque chose de plus grand et plus vrai quelque part. Hein, plus pur. On va dire plus éternel, tu vois, qui perdure au-delà de nos états passagers, ok, triste, voilà, heureux, là. Tout ça, ça bouge tout le temps. Mais il y a quelque chose au-delà de ça qui est plus centré et qui est plus éternel, qui est moins fluctuant, on va dire, plus constante, auquel on est relié. Et donc, ça nous donne la distance nécessaire pour pouvoir traverser même des choses difficiles avec plus de gratitude, on va dire. Et du coup, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est presque avec du discernement, comme si on avait cette capacité à voir les choses à plus 10 ans ou plus 20 ans et de se dire « Oh, bah ça, finalement, oui, c'est important sur le moment, mais ça va glisser, ça va passer comme tout le reste. » C'est ça, voilà. Tu gardes quand même une vision large, quoi, sur ce truc. Exactement, on n'est pas auto-centré sur là, le moment et il n'y a plus rien autour. Ok. Je parlais de sexualité sacrée en introduction et je disais qu'on l'utilise assez régulièrement. C'est quoi ta définition et la définition du Tao de la sexualité sacrée, si on pouvait lui rendre honneur aujourd'hui? Oui. Je dirais, voilà, sexualité sacrée, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incarné, où c'est quelque chose qui passe vraiment par la descente profonde dans nos véritables ressentis, nos véritables connexions intérieures. Et donc, voilà, tout le nettoyage que ça implique, hein, bien sûr, dès qu'on commence à se rencontrer soi, il y a plein de choses, hein, tous les mémoires qu'il va falloir nettoyer, faire de la place et alléger, hein, de cette place pour que cette énergie de nos origines, on va dire, hein, de la source, hein, puisse vraiment se rayonner pleinement depuis notre intérieur. Et donc, pour moi, c'est en ça que c'est sacré, parce que ça vient de l'intérieur de nous. Et donc, hein, d'où nous on vient, on vient voilà, du grand tout, quelque part. Et donc, le fait de descendre vraiment dans nos origines sexuelles, mais au-delà, tu vois, d'où vient cette énergie, ça vient de la vie, quoi. Et donc là, on peut vraiment le ressentir et l'incarner pleinement dans son corps, dans son énergie. Et donc tout de suite, ça nous relie avec les dimensions, avec les plus hautes fréquences en fait. Donc quelque chose de très très subtil. Et donc cette ouverture vers le grand tout auquel nous avons tous accès, hein, parce qu'on vient de là, de toute façon, donc c'est notre droit de naissance, hein, mais c'est juste qu'on ne se rend pas compte. Et donc, on reste trop fixé sur quelque chose de plus petit, plus réduit, plus limité, alors que, ouf, quand on ouvre vers cette dimension, voilà, là, on peut vraiment honorer la dimension sacrée de notre énergie sexuelle. Sacré, du coup, on pourrait dire précieux, conscient, et dans une optique, non pas de performance, comme on le disait, ou de fuite, mais plutôt de connexion, de création. Et j'ai même envie de dire de reliance. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire que derrière cette sexualité sacrée, ça laisse sous-entendre qu'il y a une sexualité non sacrée? Voilà, on va pas on va dire une sexualité limitée. Moi, je dirais ça plutôt comme ça. Il n'y a pas pour toi un inverse où là, attention, t'es pas dans du sacré, là, t'es plus dans du limité. Voilà, dès qu'on est trop limité, tu vois, on est là, on a dans notre tête de cacahuète, tu vois, on perd de vue un petit peu l'ensemble, hein, d'où on vient en fait. Donc ça devient quelque chose qui tourne en rond très vite, hein, qui va forcément se limiter et se braquer contre des choses où il n'y a pas d'issue. Hein. Et donc voilà, ça ne peut pas évoluer en fait. C'est ça que j'aime aussi dans cette approche-là, c'est qu'il y a une ouverture sur tout et que ça nous permet de mettre de la nuance dans nos comportements et de prendre de la hauteur sur ce qu'on a pu faire ou ce qu'on projetait de faire. Mais ce qui veut dire que derrière la sexualité sacrée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est une conscience en fait. Oui, ah oui, c'est une conscience surtout, avec laquelle on pratique.
Est-ce que du coup on pourrait dire que quelqu'un qui est dans une relation, comme on entend beaucoup aujourd'hui, non officielle et qui a envie d'aller papillonner, elle peut être dans une sexualité sacrée, cette personne, ou pas? Alors sur le plan, parce que là, voilà, je vais parler de l'énergie, hein, surtout. C'est l'énergie qui décide. Hein, parce que, une fois de plus, quand tu as de l'énergie, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller de partout, de papillonner, c'est sûr, mais ça se perd quand tu fais ça. Et donc tout le travail du Tao, quand tu es dans l'alchimie de l'énergie sexuelle, c'est de rassembler cette énergie. Au contraire, hein, pour le mettre dans un chaudron où on va pouvoir combiner différents ingrédients, des différents taux vibratoires, différentes parties de nous, enfin voilà, entre nous ou une partenaire, par exemple, ça fait 2 ingrédients clés. Et le but, c'est si on veut vraiment alchimiser, eh ben, il faut focaliser ces ingrédients dans un contenant et qu'il y a une véritable rencontre qui s'approfondit, un véritable processus de fusion en quelque sorte, enfin, d'alchimie, hein, où petit à petit, ben, cette rencontre, hein, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Une troisième conscience, enfin, une troisième voilà, état, on va dire. Hein, c'est 1 plus 1 égale 3, hein, on va dire. Donc, si on est dans l'éparpillement, ben on sort de là, voilà, c'est tout. Ok. C'est une belle question à se poser. Est-ce que je suis dans l'éparpillement ou je suis dans la recherche de fusion? Oui, enfin, plus que fusion, enfin, parce que le mot fusion dans notre société, c'est un peu limité aussi. Fusion, c'est comme si on devient l'autre. Non, c'est pas ça. Fusion, c'est on combine nos énergies pour créer quelque chose de plus, voilà, plus grand et plus riche et plus belle. Tu vois, c'est plus dans cette optique-là. Soit on est dans une recherche de création et d'évolution, soit on est dans une recherche d'éparpillement. Ok. Est-ce que justement, on peut cultiver cette énergie sexuelle en solo ou c'est forcément une sexualité à 2? Donc il y a la voie solo, parce qu'il y a le couple intérieur. On peut tout à fait faire tout ce que je viens d'extraire en soi, entre soi et soi, avec ses propres éléments masculins, féminins qu'on a tous à l'intérieur de nous, nos énergies subtiles, plus denses, enfin voilà, le feu et l'eau, tel qu'on l'appelle dans le langage alchimique. Et donc on peut aussi travailler à 2, mais ça sous-entend que chacun du couple, idéalement, a fait déjà le travail sur son couple intérieur, indépendamment. Et donc ensuite, tu as 2 personnes qui se rejoignent, hein, qui ont déjà fait leur travail de réunification, en quelque sorte. Ok, quand tu dis couple intérieur, est-ce qu'on pourrait l'associer à cette notion de yin et yang? Oui, tout à fait. Ouais. Dans le Tao, c'est le yin-yang, hein, donc qui est vraiment le principe fondamental de l'existence. Hein. Tout se polarise entre une pôle voilà, plus matériel et une pôle plus subtile, et entre le matière et le subtil, ben c'est ça qui génère l'énergie de la vie. Et donc, on a tout ça déjà en nous, entre la matière de notre corps, hein, l'énergie de notre esprit, plus subtile. Et quand on relie les deux, hein, c'est déjà le premier couple intérieur. C'est dès qu'on met notre esprit au service de notre corps. Il y a vraiment déjà un mariage, une noce, hein, qui crée une connexion, qui crée de l'amour, hein, qui crée une véritable reconnaissance, en fait, une connexion intérieure. Et ça, c'est super beau. Comment concrètement on peut justement accéder à cette sexualité ouverte, consciente, sacrée en solo? En solo. Alors du coup, ben, ça passe par le sourire intérieur. Hein. C'est une des pratiques, enfin, je parle dans le contexte taoïste, hein, parce que ce sourire, voilà, le sourire, ben, c'est quelque chose de contagieux, enfin, de spontané. Et si tu poses ce sourire à l'intérieur de toi, petit à petit, tu vas sentir que, à l'intérieur de toi, ça sourit aussi. Hein, donc, on crée une relation, hein, de bienveillance et de joie, hein, déjà avec son propre intériorité. Donc ça, c'est déjà le premier couple intérieur. Et donc, si on descend ce couple-là, hein, donc cette sourire, cette connexion dans nos organes sexuels, dans nos sphères, hein, où on génère le plaisir et l'énergie puissante, hein, de tout ce qu'on a évoqué au début, hein, cette potentiel, bah, après, on a vraiment accès, hein, à ce potentiel, et cette énergie, elle va se mélanger avec le sourire de notre cerveau, le sourire de notre cœur, hein, et donc cette énergie va se propager dans tout le corps et nourrir tous les glandes, les organes, etc. Donc, hein, c'est vraiment un travail que chacun peut faire pour soi, déjà, entre soi et soi. C'est très facile à faire, c'est juste
ça demande un peu du temps, mais ça se fait. Et donc ensuite, donc là je parle de façon très très basique, hein, mais voilà. Après il y a plein d'autres pratiques comme l'orbite microcosmique, la respiration ovarienne, respiration testiculaire pour les hommes et les femmes. Enfin voilà, il y a plein d'autres pratiques avec l'œuf de jade aussi, où on va explorer notre énergie sexuelle, mais toujours la base de la base, c'est cette souris intérieure, hein, cette regard bienveillant, hein, cette connexion bienveillante à l'intérieur de soi, et donc qu'on reste vraiment dans une relation d'amour avec soi. Oui. Et alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais à l'acte ou à la jouissance, mais qu'on va le faire déjà sur un processus qui est beaucoup plus organique et que, à contrario d'une sexualité plus performante et fonctionnelle, on ne va pas rechercher nécessairement un résultat, mais que une fois qu'on a redirigé cette énergie et qu'on l'a fait circuler, ça va l'amplifier. C'est ça. Ben oui, ça l'amplifie parce qu'il va s'enrichir hein, avec plein de voilà, avec tout notre notre conscience quoi, notre attitude de waouh, ah oui, j'ai tout ça en moi. Et donc forcément, bien sûr, donc après si on veut faire de l'autocultivation, hein, c'est une façon de parler plutôt que de masturbation, hein, on va dire masturbation, le but c'est juste aller on jouit et puis c'est fini et puis après on repasse exactement à ce qu'on est en train de faire. L'autocultivation, on va se faire, parce qu'il y a plein de rituels pour faire les automassages du périnée, pour les femmes, pour les hommes, pour explorer, éveiller vraiment les sensations profondes. Dès qu'on a de l'énergie sexuelle qui s'éveille, on le met en circulation à travers tout le corps. Et donc, ça va s'intensifier. Et petit à petit, on devient multi-orgasmique, que ce soit homme ou femme. Donc, les hommes, ils apprennent petit à petit à différencier leur éjaculation de leur état orgasmique. Donc ça aussi, c'est un grand pas à passer qui est merveilleux pour eux. Et les femmes, nous, on apprend à déjà optimiser notre capacité multi-orgasmique, voilà, qu'on a déjà un peu plus naturellement, mais qu'on peut optimiser. Et donc, pour beaucoup de femmes qui n'ont jamais eu un orgasme ou qui n'ont jamais vraiment senti une vraie jouissance lors de leur orgasme, voilà, ça va soigner tout ça, préparer le terrain pour être plus orgasmique, ou pour les femmes qui ont trop d'orgasmes, enfin que c'est excessif, elles vont apprendre à diminuer un petit peu, à rééquilibrer pour perdre moins d'énergie aussi. Voilà. Mais tout commence par cette connexion déjà à la base. Bien sûr. Du coup, tu dis c'est comment? Multi-orgasmique. Multi-orgasmique, mais le mot qui remplacerait la masturbation, c'est l'autocultivation. Autocultivation, d'accord. Sur la notion de multi-orgasmique, ça veut dire quoi concrètement et c'est quoi les multiples? Multiples. Ok, voilà, donc ça se fait plus comme un orgasme en général. Tu vois, on est et puis ça s'explose, donc ça monte, et tout, ça s'en va. Voilà. Donc ça, c'est le feu d'artifice, et puis ok, c'est bon. Voilà. Et après, bonne nuit et à demain. Voilà, c'est ça. Donc en soi, pourquoi pas, hein, y a pas de, ça c'est, on va dire, un orgasme plus externe, plus classique, hein, okay. où on va perdre son énergie, mais bon, ça peut être une bonne libération. Voilà, on dit 1 fois par mois, pourquoi pas, tu peux te permettre d'avoir un orgasme comme ça, homme-femme, voilà, c'est très bien. Mais le reste du temps, on va vivre des multi-orgasmes, donc ça va être plus sur des paliers. Donc on commence à se stimuler, et on le met en circulation dans tout le corps, voilà, ça va s'apaiser. Et puis, on va stimuler un petit peu, et hop, ça monte encore, et puis ça va redescendre, à fur et à mesure qu'on le fait circuler dans tout le corps. Et donc, dès que l'énergie revient dans les organes sexuels, ça remonte, intensité, on monte chaque fois un petit peu plus, et allez, on met en circulation, on calme le jeu. Donc, vous voyez, comme ça, c'est des paliers, c'est des vallées, on appelle ça des orgasmes de vallées. Et donc, chaque fois, ça va s'intensifier un petit peu plus. Mais avant d'arriver au moment d'explosion, on calme le jeu. On ralentit, on diminue la stimulation et on intériorise cette énergie, cette vibration pleinement à l'intérieur de son corps pour attendre que, voilà, ça y est, tout le corps se bénéficie. Comme si on se nourrissait de ça, en fait. C'est ça, on se nourrit pleinement, sur tous les plans, physiquement, sur le plan de notre âme, sur le plan du cœur, surtout si on le fait à deux, c'est encore plus beau, mais même entre soi et soi, c'est déjà extatique. Et donc petit à petit, on fait vraiment des orgasmes, mais c'est des orgasmes plus intérieurs, mais qui perdurent
perdure. Et donc, petit à petit, ça peut durer même des heures, même des jours, même des semaines. Okay. Ça peut devenir petit à petit un état permanent, en fait. Et il y a une explosion à un moment donné ou non, justement pas, c'est pas cette recherche-là de finalité? Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que ça s'intensifie et on recalme, ça se diffuse tellement, non seulement dans le corps, mais au-delà du corps, dans tout le corps énergétique, enfin voilà, tous les corps subtils. Et donc, petit à petit, ben, juste ça devient un état d'extase pleine. Et donc, tu es complètement comblé, tu n'as même plus besoin, plus envie d'avoir un orgasme. Enfin, tu n'as pas besoin parce que tu es un orgasme déjà vivante. Donc là, on ne parle pas du tout d'orgasme clitoridien ou point G, ça n'a rien à voir, on est d'accord? Disons que ça fait partie, bien sûr, parce que le clitoris, on le stimule, le point G, on le stimule. Ça fait partie. Mais l'énergie qu'elles produisent, plutôt que de le laisser aller comme ça, on va stimuler le clitoris, point G, tout ça. Mais juste au moment où ça commence, tu vois, sur une échelle à 1 à 10, ben, on s'arrête à un moment donné, voilà, et avant le point du non-retour, on calme, on fait circuler. Et on intériorise, on se nourrit de cette énergie. On arrête la stimulation, évidemment, voilà, momentanément, pour qu'on puisse intégrer cette énergie pleinement. Et ensuite, hop, ça monte. Voilà. Et donc, à fur et à mesure, on cultive un état où on est pleinement relié à nos organes sexuels. Hein. Enfin, c'est un acte sexuel, si on le souhaite. Mais petit à petit, ça devient vraiment fréquence. Tu peux même sans toucher, tu penses à ton clitoris et pouf, tu peux avoir un orgasme. Incroyable. C'est énergie. C'est l'énergie. Et j'ai envie du coup de le relier à ce qu'on disait au départ, c'est cette conscience-là et cette fréquence-là qui nous amène du coup à être et à entreprendre dans la vie avec, j'ai envie de dire avec orgasme, mais orgasme d'un point de vue ressenti. Et, enfin, oui, voilà, le ressenti de ce potentiel extraordinaire quoi, qui est là. Donc, si on met cette énergie au service de nos projets, de tout ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie, eh bien, voilà. Il y a des fortes chances à ce qu'on y arrive. Wow, incroyable. Et du coup, quel est le lien avec cette notion de féminin sacré? Ouais, ben, le féminin sacré, le masculin sacré, pareil. Hein, oui, il n'y a pas que le féminin, il y a aussi le masculin sacré, voilà. Et puis féminin masculin sacré, hein, le couple sacré. Donc pour moi, hein, dans le Tao, on dit que ça devient sacré à partir du moment que ça s'est rééquilibré avec toujours cette fameuse notion de polarité yin-yang. Hein, donc le féminin, on peut dire, c'est le yin, c'est tout ce qui nourrit la vie, tout ce qui reçoit. Hein, c'est l'aspect réceptif, hein, l'aspect où on est relié à nos ressentis. L'aspect de notre profondeur, de notre lenteur. On symbolise avec l'élément eau. De l'eau, ça coule, c'est doux, c'est fluide, c'est profond. Donc ça va être le féminin, et le masculin, ça va être le feu. Donc ça va être plus tout notre rapport avec notre esprit, la raison, voilà, l'action. On va faire ça, on va faire ça. La fermeté, de maintenir le cap. Et donc ça peut aussi devenir une certaine, on va dire, excès aussi de stimulation ou de dispersion aussi. Donc, dès qu'on a équilibré ces aspects yin-yang déjà à l'intérieur de soi, son propre yin, son propre yang, ses propres tendances à... Des fois, on se laisse aller trop dans nos ressentis, et il n'y a plus personne, on devient une flaque d'eau, tu vois, on est trop dans le yin. Donc, hop, il faut, allez, on appelle un petit peu de yang, allez, tu viens, pop, ok, on met un peu de yang dans le yin, ah, ça y est. Donc, c'est ça l'équilibre permanent dans chaque instant de la vie, c'est où est-ce que j'en suis dans mon équilibre yin-yang. Et donc, le sacré féminin, ben, c'est à quel point les femmes, nous, en tant que féminin, on a équilibré. On a amené le bon yang saine à l'intérieur de notre yin pour garder notre axe et qu'on puisse être comme des guerrières, mais des guerrières de paix, des guerrières reliées à notre réceptivité, reliées à notre féminin. Pas des hommes avec des jupes, quoi, tu vois. C'est pas, tu vois, là. Donc, et les hommes, pareil, ils sont invités à aussi rééquilibrer leur masculinité, voilà, tout ce côté beau dans ce qu'on aime, voilà, leur fermeté, allez, on en va de l'avant. Donc, eux, ils sont guerriers, mais un guerrier qui est relié à sa vulnérabilité, à sa réceptivité, à son intériorité.
Et donc comme ça, c'est en soi que le sacré féminin et le sacré masculin, ils peuvent vraiment se rencontrer, quoi. Déjà, se réaliser chacun pour soi, et puis, allez, on se met en route, quoi. Et quand tu dis rééquilibrer, ça passe aussi par des pratiques? Oui. Ah ben, tout dans le Tao passe par des pratiques. Hein. Donc il y a une philosophie, ok, il y a un petit peu à comprendre sur cette histoire yin-yang, les 5 éléments. Petites choses à comprendre. Ça va des très observations à faire sur soi aussi. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on va le vivre à chaque instant. Où est-ce que je suis, hein, si je parle trop, hein, je suis trop dans le yang. Donc hop, j'écoute, je suis plus dans le yin. Tu vois, si j'agis trop, si je pense trop, hein, je suis trop dans le yang. Ah, si je me mets à ressentir un peu, qu'est-ce que ça me fait? Je pars dans le yin. Donc chaque instant, on trouve son couple intérieur, on retrouve. J'aime bien ce que tu dis, à chaque instant, parce que on a souvent cette tendance à dire « Ah, t'es trop dans ton masculin, trop dans ton féminin », sous prétexte qu'on passerait beaucoup à l'action ou qu'on serait en lien avec nos émotions. Mais en fait, c'est cette harmonie, cette danse qui compte. C'est ça, tout à fait. C'est vivant. Exactement. Si justement tu devais répondre à cette question, comment notre sexualité, elle influence notre manière d'entreprendre, comment tu le résumerais en une phrase? Ben c'est à la fois l'impulse, mais c'est aussi, ça nous donne la clarté et aussi la justesse. Hein, parce que si on est vraiment relié à son véritable énergie sexuelle, telle que j'entends, qui est lui aussi relié avec le grand tout, parce que c'est là d'où il vient cette énergie, parce que c'est la source de la vie. Hein, donc cette énergie sexuelle, elle va nous amener vraiment dans ce qui est juste pour soi. Elle va nous aider à prendre des bonnes décisions, faire des bons choix qui sont adéquates avec qui on est dans notre essence. Ça nous ramène à notre essence en fait, notre énergie sexuelle. Si tu devais nous proposer une chose qu'on peut faire en solo comme pratique, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour toucher du doigt un petit peu ça? Facile. Tu chauffes tes mains, tu poses une main sur le cœur, l'autre main sur ton sexe et tu envoies un grand sourire intérieur et tu respires entre tes mains et tu cultives la connexion entre ton sexe, ton cœur et ton esprit, ton sourire bienveillant. Ok. Il y a un timing, un nombre de fois à faire? À 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 3 heures. Y a pas de limite. Et voir ce qui se passe. Oui, tu observes ce qui se passe parce qu'il se passe des belles choses dès que tu commences à te connecter à toi-même. C'est infini, tout ce qui peut arriver. Être attentif justement à ce qui circule, aux ressentis qu'on peut avoir, aux pensées peut-être même qu'on peut avoir à ce moment-là. Oui, il y a les pensées que petit à petit on dirige vers les ressentis, vers les sensations. Et plus on est dans les ressentis, plus on va commencer à sentir le souffle, commencer à sentir notre énergie, hein, tout ce qui est chaud, tout ce qui est frais, tout ce qui pétille, tout ce qui voyage de partout à l'intérieur. Hein, et donc cette vibration d'amour, cette vibration de bien-être en fait, qui émane de notre corps quand on prend le temps de vraiment passer du temps avec. Il y a plein de choses qui surgissent, mais pas que le corps physique. Hein, je parle aussi, donc c'est le lien. Dès qu'on crée du lien, ça crée une 3e conscience. C'est ça qui est important. Du coup, pour toi, aujourd'hui, la sexualité, c'est absolument pas une sphère secondaire, c'est une sphère intégrée à ta vie. Tout à fait, oui, c'est la base de tout chemin spirituel, de tout chemin de vie. C'est la base. D'arriver à apprivoiser déjà cette énergie-là. Ok. Oui, parce que justement, on n'en a pas parlé et merci de le dire. Il y a aussi peut-être cette fuite qu'on peut avoir avec la spiritualité où on va aller chercher plein de choses et du coup, on est dans cette dispersion. Tu peux nous en toucher 2 mots de ça? Oui. Ouais, voilà, une fois de plus, c'est quoi notre mental? C'est quoi? C'est de l'énergie. Hein, c'est invisible. Tu ne peux pas toucher tes pensées. Donc, eux, ils vont juste... Tout ce qu'ils cherchent, c'est d'aller de partout. Et donc, par défaut, ça va être ça. Le papillonnage. C'est ce qu'il aime notre mental. Et donc, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Et la spiritualité, c'est tout sauf ailleurs. La spiritualité, c'est quand on prend le temps de descendre dans son propre incarnation. Parce qu'il n'y a rien de plus spirituel que le fait qu'on soit là. C'est le miracle déjà d'avoir conçu. Le miracle d'avoir déjà être développé et né. Il n'y a pas plus spirituel que ça. Ouais. Et tout ce que ça implique, si tu commences à vraiment prendre conscience de « Ah, waouh, de quoi je suis faite », ben, c'est la même matière que le cosmos. Je suis le cosmos, je suis une microcosme en fait.
Et donc là, oui, là, on commence à ouvrir à une spiritualité, on va dire, un petit peu plus authentique. J'adore. Ce que j'aime bien proposer à mes invités, c'est des mots et tu me dis comment ça résonne pour toi. Alors, volontairement, j'ai choisi des mots très mainstream qu'on entend beaucoup ces derniers temps pour avoir justement cette prise de hauteur et qu'on puisse nourrir déjà des réflexions sur ce mot ou ce concept qu'il y a derrière. T'es OK? Alors déjà, il y a le mot red flag. Waouh! Oui, donc ça, c'est tout. Donc je dois répondre avec un mot. Ah non, tu peux faire une phrase, tu peux nous expliquer ton regard dessus. Ok. Bah, red flag, c'est tout ce qui dépasse de ton axe, de ton centre, quand tu n'es pas vraiment relié à ton véritable énergie. Donc ça, pour moi, c'est une invitation à revenir à toi et de vraiment te poser vraiment des bonnes questions. Déjà, et puis au niveau du ressenti, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, ça? Du coup, c'est l'extérieur qui t'invite à aller voir à l'intérieur. Le polyamour. Voilà, ça je dirais aussi, c'est un peu une dispersion. Mais après, je ne mets pas de jugement de valeur, hein, mais c'est juste sur le plan purement énergétique. Pourquoi on a besoin d'un miroir là, un miroir là, un miroir. Tu vois, pourquoi on a besoin d'un miroir aussi multifacette qui renvoie à chaque relation, c'est un miroir. Hein. Si on prend le temps de vraiment déjà cultiver sa propre relation à soi-même, être son propre miroir, peut-être on a moins besoin de se disperser à travers tous ces miroirs. Voilà. Les applications de rencontres. Bon, à part si ça ouvre à des nouvelles possibles, pourquoi pas, c'est très bien. Après, voilà, tout dépend comment c'est utilisé, évidemment. Le body positivisme. Ah, je ne vois pas trop ce que c'est, mais je peux imaginer que c'est encore une histoire de créer une image positive de ton corps. Donc pour moi aussi, une fois de plus, si tu prends le temps de vraiment te connecter à toi-même, avec cette observateur bienveillant que tu poses dans ton corps, et tu éveilles cet état de gratitude, on va dire, vers ce que tu es, tel que tu es, ben, tu es dans une acceptation profonde déjà de toi-même. C'est un chemin, hein, c'est sûr, c'est pas comme ça que ça se fait, mais tu n'as pas besoin de plaquer des idées sur ton corps, parce que si tu es vraiment relié avec, ben, tu es forcément dans l'acceptation. J'adore. La santé sexuelle. Voilà, donc une bonne santé sexuelle, hein, c'est une fois de plus quand on est bien relié à son énergie sexuelle. Hein, pour moi, c'est vraiment le mot-clé. Hein, et donc cette énergie, ben, c'est notre énergie de vie. Et donc de passer un petit peu de temps chaque semaine, comme si on faisait de l'exercice ou on mange de repas pour nourrir notre corps, ben on passe un petit peu du temps aussi à explorer nos organes sexuels, à ressentir l'énergie que ça fait circuler dans notre corps, hein, et quand on célèbre en fait, hein, cette belle énergie, on le mélange, hein, avec la bienveillance et avec cet amour qu'on cultive, hein, cette acceptation profonde qu'on a envers soi-même, avec soi-même. Voilà, là pour moi ça c'est la santé sexuelle. Mais c'est une très belle distinction que tu rappelles. Il y a l'énergie sexuelle, l'acte sexuel, et tout ça s'imbrique derrière le mot sexualité, et que c'est cette ouverture-là qui nous permet d'avoir une bonne santé sexuelle. C'est pas juste la fréquence qui fait la bonne santé. Non, non, parce que tu peux avoir voilà, 2 fois par semaine faire l'amour, mais si tu le fais pas avec toute cette ouverture à l'intérieur de toi, avec toute cette reconnexion, si c'est trop mécanique et trop dans le, tu vois, où tu passes à côté de toi, enfin, ça va engendrer encore moins de bonne santé, quoi, on va dire. Alors si tu peux faire une magnifique séance d'amour, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un que tu adores, 1 fois par mois, même, ça semble pas beaucoup, mais rien que ça, si tu le fais vraiment pleinement, en faisant le reste du mois tout ce travail en toi, de reconnexion et tout, mais ça peut apporter un grand état de santé sexuelle. Surtout si après l'orgasme reste sur plusieurs jours, ça vaut le coup quand même de se dire je prends le temps de qualité plutôt que de correspondre à cette société de performance
où on est juste dans une sorte d'échappatoire. C'est ça. Qualité plus que quantité. Ça c'est mieux pour le corps déjà, mieux pour la santé. Hein, parce qu'il faut faire attention de ne pas trop stimuler non plus. Parce que dès qu'on stimule trop, ben, voilà, ça déséquilibre en fait. Oui, bien sûr. Et le dernier mot, c'était justement spiritualité. Hmm. Ouais, ben, comme je disais, spiritualité, c'est vraiment enraciné euh, voilà, dans notre corps, dans nos cellules, dans notre matière. Et donc, notre énergie sexuelle, notre sexualité, euh, en fait partie, hein, avec tous les autres parts de nous-mêmes. Et pour moi, voilà, la spiritualité, c'est quelque chose de très incarné. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est comme une descente de la subtilité dans la matière, ça c'est sûr. Hein. Nous, on est là pour incarner la spiritualité dans nos actions, dans nos choix de tous les jours. Hein, mais aussi, on est habité par cette spiritualité pour prendre les bonnes décisions et voilà, faire ce qui est juste, hein, pour soi à chaque instant. On a distillé beaucoup d'informations, mais j'aimerais que tu rajoutes un élément sur les conséquences si on reste dans une sexualité limitée qu'on a évoquée. Oui, bah après, voilà, on peut avoir tous les problèmes qui vont avec. Hein. Enfin, donc, perte de santé, perte de vitalité au bout d'un moment. Parce que si on fait circuler beaucoup d'énergie alors que tous les vannes sont fermés, bah, au bout d'un moment, ça tourne en rond. Et donc, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, en fait, on peut engendrer une espèce d'état de congestion pelvienne, hein, donc qui peut engendrer aussi des problèmes voilà, gynécologiques. Comme, voilà, enfin, je vais peut-être pas tout nommer là, mais en tout cas, parce que je sais pas à quel point on peut parler des termes médicaux, mais voilà, tous les problèmes. Si, vas-y, donne des exemples, comme oui, ça nous ok, donne concrète, une idée, ok, voilà, parce que je sais jamais. Donc, voilà, pour les femmes, voilà, donc ça va traduire quand qu'on a trop ou pas assez d'énergie sexuelle qui circule, hein, ou que l'énergie sexuelle circule de façon voilà, trop réduite, cystite, déjà, première chose, tous les mycoses, hein, tous les kystes ovariennes, utérines, endométriose, hein, ça c'en est une grande, les fibromes, hein, tout ça, ça vient quand il y a un excès de congestion. Donc pour les hommes, même chose pour la prostate, hein, donc tous les élargissements de prostate, hein, qui est voilà, très très commun chez l'homme. Donc soit il éjacule trop, donc il y a un manque d'énergie, donc ça congestionne, soit il éjacule pas assez, donc boum, ça s'accumule, hein, et il y a congestion. Donc c'est vraiment un équilibre à maintenir quand on commence à vraiment s'y pencher. Le juste dose de stimuler et d'évacuer l'énergie. Et puis surtout, l'intérêt de le garder en circulation. Mais donc, si on ne le fait pas, eh ben, voilà, c'est toutes les problématiques qu'on rencontre quotidiennement, voilà, de façon très commune. Et est-ce que justement, on peut éviter cette congestion en faisant simplement circuler son énergie, mais en n'ayant jamais d'acte sexuel? Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, Tout dépend, on va dire, je dirais, tout dépend de l'intensité avec laquelle on arrive à mettre en circulation cette énergie. Parce que c'est vrai qu'avec les pratiques, comme enfin, tout ce qu'on fait dans le Tao, voilà, avec l'orbite, le Qigong, il y a tout à fait manière de prendre cette énergie et le mettre 100% au service de déjà la santé du corps et au service de son évolution spirituelle. Voilà, c'est les moines, hein, c'est ce qu'on fait, hein, les moines et les Bien nonnes. sûr. Donc c'est tout à fait faisable à partir du moment où on a une véritable connexion spirituelle, une véritable... Enfin, on est guidé quand même, il faut être un petit peu guidé, il faut savoir ce qu'on fait avec cette énergie. Hein, parce que pour des gens normaux qui n'ont pas forcément une voie spirituelle bien cadrée, Et une pratique vraiment régulière et assidue. eh bien, je pense que c'est mieux de temps en temps quand même de se laisser voilà, éjaculer ou se laisser avoir un orgasme plein, hein, parce que bon, on parle des femmes aussi, on n'a pas trop parlé des femmes fontaines, hein, que c'est important. Je pense qu'une fois par mois, c'est un peu comme les règles, hein, c'est une hygiène de vie, c'est essayer d'avoir une bonne vidange en quelque sorte de cette énergie au moins une fois par mois pour maintenir quand même une certaine hygiène. Oui, puis c'est ce que tu disais aussi, à partir du moment où on va prendre soin de cette énergie sexuelle parce qu'on l'aura redirigée, l'acte sera là pour aussi amplifier et prendre soin de façon presque, ouais, comme si on prenait une douche, mais une douche qui serait pas là pour retirer les impuretés, plutôt pour les amplifier ce qui est déjà de pur.
Ah ben oui, voilà. Soit, donc c'est parce que à l'heure actuelle, on vit la sexualité plus comme une vidange, hein, enfin, comme Bien sûr. une décompression. Donc c'est très bien, hein, ça décompresse, ça marche, c'est très bien. Mais voilà, au-delà de ça, et donc pour une certaine hygiène de vie, il faut le maintenir, cette histoire de vidange, hein, parce que les personnes qui essaient de retenir et dire non, je ne vais pas éjaculer ou je ne vais pas faire un orgasme parce que je veux garder toute mon énergie, non, c'est pas sain non plus. Hein, donc il faut vidanger, ça fait partie physiologiquement de notre corps. Mais c'est ça, donc quand on arrive à bien appliquer ces pratiques pleinement dans sa vie, l'acte de l'amour, mais ça devient un acte sublime, quoi, en sublime. Quelque chose qui, de l'ordre d'une vidange, ben, il se transforme dans un ordre de quelque chose qui nous ouvre profondément à notre âme, hein, qui nous ouvre profondément à un partage avec notre âme, si on le fait à deux, ou hein, à le partage avec notre âme et le cosmos entier, quoi. C'est une réunification. Et je pense que justement, tant qu'on n'a pas exploré cette partie-là de la sexualité, ben, il y aura toujours des questions comme je viens de te poser où on se dira, ah mais attends, mais comment on se positionne? Mais ces questions n'ont plus lieu d'être à partir du moment où on a goûté ça. C'est ça. Et qu'on le met vraiment en pratique et qu'on a traversé tout le processus des hauts et des bas et tout ce qui vient avec. Hein. Enfin, c'est un travail de longue haleine, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr. Ouais, encore une fois, c'est pas en faisant deux, trois sourires tous les mardis que ça va changer quelque chose. Déjà, vous allez sentir déjà tout de suite une différence, mais pour vraiment avoir des résultats qui perdurent, oui, c'est dans le long terme. Ouais, c'est comme pour tout, j'ai envie de dire, activité physique, bonne alimentation, vaut mieux privilégier une régularité plutôt que quelque chose d'anecdotique pour pouvoir cocher ça dans sa to-do list. Voilà, et oui, et donc c'est ça aussi, c'est voilà, de pas surcharger ce to-do list avec encore des pratiques qu'il faut faire. Donc aussi, juste, tu vois, ce sourire intérieur, en fait, c'est un moment de vacuité. C'est un moment où je fais rien, juste j'écoute ce qui se passe en moi. Et ça, c'est hyper reposant, quoi, tu vois. C'est pas un truc en plus qu'il faut rajouter, tu vois. C'est au contraire, c'est un truc en moins que tu dis, ok, là, je prends un moment pour faire rien, là. Là, je fais rien. Hein. Je me connecte avec le rien en moi. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ce rien t'apporte une clarté et un élan tellement incroyable que ça en devient presque antinomique par rapport à ce qu'on nous a appris, mais c'est là que se situe la clé. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, tout y est dans ce rien-là. Il est plein. Ouais, exactement. C'est se nourrir de ça. Merci infiniment Aïcha pour toutes ces perspectives. Il y a énormément à pratiquer, à explorer. C'est enfin passionnant. Merci beaucoup beaucoup. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est en lien avec le titre de ce podcast qui s'appelle Décide. Qu'est-ce que tu décides déjà pour toi, pour ta propre sexualité dans ta vie, pour qu'elle soit épanouie et pour cultiver cette audace d'entreprendre? Et le dérivé de cette question, qu'est-ce que tu décides aussi pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent eux aussi cultiver une sexualité épanouie et une audace d'entreprendre? Ah ouais, des très bonnes questions. Donc pour moi, ben, c'est vraiment voilà, de nourrir cette connexion en permanence dès que je peux. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment la base, hein, c'est ma décision fondamentale hein, pour moi dans ma vie. Et donc d'être de plus en plus à l'écoute, parce que des fois, effectivement, jusqu'à maintenant, comme je suis entrepreneuse aussi, et que ça veut dire d'être beaucoup à l'extérieur pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, des fois, je sais que pour moi, j'ai du mal des fois à dégager vraiment des plages où je m'écoute, je passe du temps pour moi. Donc c'est toujours ce truc de maintenir mon équilibre entre le temps pour moi et le temps pour les autres. Et donc j'arrive de mieux en mieux maintenant hein, à être dans cet équilibre-là, grâce à cette décision que j'ai prise que de dire, bon, voilà, si je ne peux pas m'occuper de moi, comment je vais m'occuper des autres? Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Et de me rendre compte aussi, hein, de faire ce choix d'aller à l'écoute de ces ressources hein, que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc ça, je peux que encourager. Ça, c'est vraiment mon grand message là pour tout le monde. C'est ce que je reçois déjà en moi et que donc j'ai envie de partager à quel point on a tout en nous déjà. Tout est déjà là. Pas besoin de chercher 36 000 choses dans tous les sens. Juste passer 5 minutes déjà avec vous-même et waouh, vous allez avoir accès à plein de belles choses quoi. Donc, mais ça passe évidemment, oui, par des pratiques.
Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai mis en place tous mes formations et mes accompagnements pour que, étape par étape, pour apprivoiser ce soi-disant rien où au début on ne sait pas trop comment faire, hein, cette souris intérieure, donc de apprivoiser déjà de mieux en mieux pour moi-même et donc d'aider aussi les autres à l'apprivoiser pour eux. Et alors justement, pour conclure, est-ce que tu peux nous parler de ton école, de comment on peut rentrer dans ton univers, peut-être par des vidéos, par ton livre? Comment on peut venir à ta rencontre et à la rencontre du Tao grâce à toi? Ah, voilà, donc ça, c'est, oui, il y a les livres, donc j'ai écrit 2 livres, donc une défi des 100 jours avec Lily Oumassé, donc ça c'est plus pour découvrir un peu survol hein, des différents rituels qu'on peut mettre en place au jour le jour, 10 minutes, petit défi. On n'a pas besoin de le faire jour par jour, on peut aussi juste l'ouvrir comme un oracle et dire aujourd'hui j'ai envie de, ah oui ça me parle. Si vous laissez passer 2-3 jours sans le faire, c'est pas grave, l'essentiel c'est de parcourir tous les exercices. Et donc, mon autre livre aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est La déesse du Tao, que j'ai édité aussi, qui se lit plus comme un vrai livre, avec plein de rituels, plein de matières, hein, de contenu, des témoignages, donc qui permet de vraiment vivre au jour le jour cet équilibre entre son yin-yang, à chaque instant, les pratiques qui peuvent être adaptées pour telle ou telle occasion. Donc là, c'est vraiment un livre d'accompagnement un peu plus approfondi. Et puis bien sûr, sur mon site, voilà, il y a les formations, les accompagnements, les vidéos, tous les cursus en ligne, avec un vrai accompagnement aussi sur les cycles féminins, les cycles hommes-femmes, couple, etc. Voilà. Qu'on peut faire du coup quand on veut ou tu proposes certaines dates précises? Ah, c'est les deux. Voilà, comme aujourd'hui, il y a des moments où c'est en direct avec ce rendez-vous, tout le monde est là, et des moments où juste tu achètes le pack replay et tu fais à ton rythme comme tu sens. Super. Je mettrai toutes les infos dans dans la description de cet épisode pour qu'on puisse aller explorer tout ça, venir à la rencontre de tes enseignements. En tout cas, merci infiniment pour ce temps précieux, nourrissant et qui, j'espère, ouvrira plein de perspectives. Si il vous a plu cet épisode, si vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son regard sur la sexualité, sur cette énergie qui nourrit notre vitalité au sens le plus noble et profond qui soit. Et puis évidemment, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast, Spotify, un commentaire sur YouTube. Bref, ça donne de la visibilité et ça permet justement de démocratiser le sujet de la sexualité de surface qu'on aime bien nous vendre. Et j'aime entendre ces belles valeurs que tu viens de nous partager, Aïcha, et qui nous permettent de nous ouvrir et d'expérimenter la vie avec plus de saveur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.